Nous recevons sur ce plateau de cette info, pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, Kevin Fieni Kofi. Il est président de Pro Côte d'Ivoire et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je tiens à préciser que vous aviez déjà déposé votre candidature en 2020. C'est exact. Mais elle a été rejetée. Oui. Pourquoi? On dirait pour dossier incomplet. Et vous êtes d'accord avec? Je n'ai pas être d'accord, je dois juste utiliser ça pour mieux me forger. D'accord. Et ne pas revivre cette même situation en 2025. Déjà, nous sommes en 2025, je vais dire, prochain dépôt de candidature, que je ne revive pas cette situation. D'accord. Et cette fois, le dossier sera complet? Je pense, oui. D'accord. OK. Comment analysez-vous une potentielle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025, puisque vous-même, vous êtes déjà candidat? D'accord. Je pense que je n'ai pas a priori à analyser la candidature du président Alassane. Ça lui revient, ça revient à son parti de juger cette candidature, à savoir si elle sera avantageuse ou pas. Oui. Je pense que ça leur revient. Moi, président d'un parti politique, ma priorité, c'est surtout d'implanter mon parti, gérer mes militants, expliquer mon programme de société, tourner, rencontrer les populations. Donc, vous voyez, il n'y a pas de place vraiment pour de telles analyses. On laisse ça aux analyses plutôt. D'accord. Donc, vous n'êtes pas inquiet si le président décide de se représenter ou si il présente un membre ou bien une personne parmi sa demi-douzaine de personnalités? Je n'ai pas à m'inquiéter parce que notre politique n'est pas orientée contre ou sur les personnes. Nous avons un projet de société que nous voulons proposer aux populations ivoiriennes. Et donc, notre seule concentration, c'est vraiment les populations. D'accord. Après, l'adversité n'est pas une priorité forcément pour nous. Oui, d'accord. Vous voulez juste gagner les élections pour les populations, vous l'avez dit. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, le président Alassane Ouattara a rassuré les Ivoiriens que l'élection présidentielle sera apaisée. Vous, en tant que président de parti politique, je rappelle que vous êtes le président de Pro Côte d'Ivoire. Pensez-vous que les conditions soient réunies pour des élections apaisées en 2025? Déjà, quand le président dit que les élections seront apaisées, je pense que c'est ce qu'il devait dire. Il ne peut pas dire le contraire. C'est ce qu'il devait dire? C'est ce qu'il devait dire. Il ne peut pas dire le contraire parce que moi, je ne vois pas un président qui va dire à sa population, attention, il y a danger pour les prochaines élections. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'il devait dire, c'est ce qu'il a dit. Concernant les conditions, je dis oui. Pourquoi? Parce que pour une élection présidentielle, il faut d'abord des électeurs. Les électeurs, nous les avons. Oui. Pour les populations, si vous voulez, nous avons les populations. Les candidats, nous en avons de manière officielle. Bon. Aussi, il faut bien évidemment les bureaux de vote. Oui. Il y en a. Il faut une commission pour arbitrer tout ça. Il y a la CEI. Il faut les moyens financiers. Jusqu'à preuve du contraire. La Côte d'Ivoire a les moyens financiers. La Côte d'Ivoire a les moyens financiers parce que la CEI n'a pas encore dit le contraire. Il faut également de la sécurité. La Côte d'Ivoire, Dieu merci, a une force de défense et de sécurité. Donc, vous voyez, les conditions sont réunies. Je pourrais citer, on ne va pas quitter ici. Donc, je dis que les conditions sont réunies. Seulement, la bonne question, c'est de savoir est-ce que ces conditions seront bien utilisées. Okay. Est-ce que les conditions seront bien utilisées? Voilà, c'est vraiment ça la question. Après, ça dépendra du projet de chacun. Nous nous situons dans le cadre d'un parti qui veut vraiment le bonheur des populations. Et donc, tous les moyens légaux qui s'offriront à nous, nous allons les exploiter tels que la loi va nous demander. C'est tout. Voilà, c'est de se dépasser, ne pas mettre en avant son intérêt égoïste et penser aux populations. Partant de là, je pense que ces moyens-là, si tout un chacun de nous adopte ça, les conditions seront bien utilisées. D'accord. On reviendra sur cette élection présidentielle 2025. D'accord. Juste le temps de parler des progrès de la Côte d'Ivoire, parce que dans le même discours du 31 décembre, il a parlé des progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés sous sa mandature. Qu'est-ce que vous pensez de ces progrès, justement? Bon, je peux dire que déjà que la Côte d'Ivoire, c'est sur le continent africain. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays développé en Afrique. Ce n'est pas non plus le dernier pays. Donc, je me limite à ça. Ce n'est pas le dernier pays. Ce n'est pas le dernier pays. Ce n'est pas non plus le premier pays développé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Oui, bien sûr. Dans quel domaine? Je parlerai du pouvoir d'achat. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut surtout améliorer parce que tout développement doit partir de là. Quand le pouvoir d'achat n'est pas favorable aux populations, il est difficile qu'il y ait un développement optimal. Et pour vous, le pouvoir d'achat des Ivoiriens est très faible?
très faible. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je dirais que c'est la responsabilité des uns et des autres. Voilà. Ça peut être le pouvoir, ça peut être la population, bref, des uns et des autres. C'est même pas ça peut être. On est tous responsables de ce qui se passe. D'accord. Il y a beaucoup de mauvaise foi à certains endroits et donc le résultat, c'est ce que nous recueillons. Oui. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Et comment comptez-vous régler ce problème? Déjà, qui est épineux, oui. Le pouvoir d'achat. Nous l'avons dans vaste. Oui, c'est vaste. Vous allez faire rêver, selon votre réponse. Mais c'est bien de rêver. Il faut rêver. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ce rêve? C'est là la question. Donc, concernant le pouvoir d'achat, nous l'avons dans notre projet de société. Et nous pensons que le secteur du foncier de l'immobilier en est pour beaucoup. D'accord. Bon, au pouvoir, nous allons faire en sorte que déjà, pour avoir une parcelle de terrain, ne serait-ce que de 300 mètres carrés à 500, que le montant n'excède pas les 1 million, par exemple. Aussi, pour accéder à un loyer, qu'on paie seulement un mois de caution, même pas d'avance, et puis on a accès à ce loyer. Mais une loi a été votée dans ce sens, sauf qu'elle n'est pas appliquée sur le terrain. Oui, elle n'est pas vraiment appliquée, mais là-bas, on parle de 4 mois. Nous disons au pouvoir, l'Ivoirien, le citoyen ivoirien, la population ivoirienne, devra seulement payer 1 mois de caution. Je peux le dire terre à terre, si on dit le loyer coûte 100 000, je donne mes 100 000, je rentre. Même pas d'avance. Seulement, je dois m'arranger de sorte à ce qu'à la fin du mois, je donne l'argent du bailleur. Donc, 1 mois, c'est suffisant. D'accord. Voilà, et qu'on ne se retrouve plus, pourquoi pas à Cocody avoir même 3 pièces de 300 000, 500 000. Oui. Vous voyez, ça étouffe les populations. Donc, au pouvoir, nous allons faire en sorte qu'il y ait des prix plafonnés, d'accord? Pourquoi pas 125 000, 150 000, une 3 pièces, même à Cocody. Et aussi le phénomène pas de porte. Vous voyez, nous pensons que c'est un obstacle. Oui, c'est un obstacle majeur qui étouffe les populations, qui freine l'entrepreneuriat. Vous voyez, tout ça, au pouvoir, nous n'allons pas les pratiquer, nous allons les interdire. D'accord. Pour un fonctionnaire qui a des revenus en termes de salaire de 300 000, 500 000, il est normal qu'avec 300 000, 500 000, il puisse offrir, pourquoi pas, une parcelle de terrain de 300 mètres carrés ou à 500 dans Abidjan, dans le Grand Abidjan, dans les grandes villes de l'intérieur. Ça, ce n'est pas impossible à faire. C'est une question de volonté politique. Si on résout ça, vous allez voir que ces prix qui montent, pourraient baisser. Il faut juste essayer ça. D'accord, c'est bien compris. Et ça, c'est de votre projet de société que vous êtes en train de parler. Oui, c'est l'un des chapitres de notre programme. Un des chapitres du programme. Et pour le mettre en pratique, il faut gagner les élections. Oui. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions et il y a eu beaucoup de critiques sur la révision de la liste électorale. Est-ce que Pro-Côte d'Ivoire partage les critiques de l'opposition concernant ce processus qui serait biaisé? Je vais plutôt dire que leurs critiques, moi, je les trouve légitimes. Je les trouve légitimes. Seulement, j'ai quand même un petit problème avec un sujet qui n'est pas abordé. Oui. Pour ne même pas dire souvent, ce n'est pas du tout abordé parce que notre propre analyse, c'est quoi? C'est que, vous voyez, quand il s'agit des élections présidentielles, bien évidemment, il y a le pouvoir qui est engagé, il y a aussi l'opposition. Donc, ça fait 2 camps là. Oui. Il y a des bureaux de vote. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est 20 000 bureaux de vote, prenons même 10 000 bureaux de vote. Oui. Il faut 2 représentants par bureau de vote venant d'un candidat. Oui. Bon, vous voyez que l'opposition déjà couvrit même les 1/10 de ces bureaux de vote, ça a toujours été un problème. Mais quand on ne réussit pas à couvrir la totalité des bureaux de vote, c'est un problème. Oui. Alors, comment on fait pour attester du fait qu'on aurait gagné ou pas? Donc, le problème pour moi, ça part déjà de là. Oui. Mais après, ça peut être un souci de financement. Donc, comme je disais d'entrée que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas évoqué, donc je profite pour l'évoquer. Pourquoi pas faire en sorte qu'une fois que les candidatures sont validées, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, après les avoir validées, qu'on puisse subventionner les différents représentants dans les bureaux de vote venant des candidats. Oui. Pour qu'il y ait une forme de compétition assez décente. Ça, ce sont des propositions. Ce sont des propositions. Oui. Moi, je pense que c'est même majeur. Parce qu'après, qu'on dise que la liste électorale est truffée, il y a de la fraude, bref, tout ce que vous savez déjà là, ce n'est pas faux, c'est légitime. Oui. Mais on pourrait les retirer. On pourrait même faire l'audit aujourd'hui. Mais quand on se retourne chacun chez lui à la maison pour dormir, qu'est-ce qui garantit qu'ils ne vont pas les remettre dedans? D'accord. Voilà. Donc, je pense que le véritable problème, c'est que l'opposition que nous sommes là, on doit vraiment s'unir, s'accorder, trouver de vraies stratégies pour être un vrai contrepoids. Ah, donc vous reconnaissez que vous êtes de l'opposition? Oui, je suis de l'opposition parce que je ne suis pas pour le pouvoir, je ne suis pas avec le pouvoir. Donc, de facto, je suis de l'opposition. Mais après, bon, je pourrais aussi expliquer dans quel cadre je me situe dans l'opposition.
D'accord, Voilà. ok. On a parlé de conditions réunies pour une élection apaisée, mais est-ce que les conditions sont réunies pour une élection inclusive? Parce que selon le PPACI, tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur cette liste, l'élection ne sera pas inclusive. Votre avis? Bon, je ne vais pas aller contre leur appréciation, leur pensée. Voilà, le PPACI seul a sa motivation, a ses raisons. Je n'ai pas les preuves pour m'avancer dans le sens contraire. Oui. Mais je peux juste dire que concernant le parti, nous pensons qu'il est temps que chacun fasse encore des efforts. Oui. Et moi, j'en appelle à la bonne volonté du président Alassane. Je vais même le supplier de faire en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo, par des moyens politiques, soit sur la liste électorale. On ne va pas oublier aussi le président Charles Blé Goudé, que son nom soit sur la liste électorale. Ça va aider vraiment les populations. Et Guillaume Soro aussi, qu'il rentre au pays et que son nom aussi soit sur la liste électorale. Oui, tout ça, ce sont des enfants de la Côte d'Ivoire. Oui. Et le président Alassane Ouattara, c'est le chef suprême des armées. Donc s'il le veut, il le peut. C'est pourquoi j'en appelle vraiment à sa bonne volonté, qu'il se surpasse, qu'il fasse encore des sacrifices. Ce n'est pas impossible qu'il fasse en sorte que leur nom soit sur la liste électorale. Déjà, à notre niveau, on ne fait pas du bruit sur nos actions, d'accord? Mais j'ai j'ai monté une équipe que j'ai envoyée à la grande médiature pour ce sujet-là. Voilà, nous sommes allés plaider pour que le nom du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé soit sur la liste électorale. Ça, nous l'avons fait. Mais nous n'avons pas, c'est vrai, médiatisé. Mais là, je viens de le dire. C'est pour dire qu'à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Au président Alassane, j'ai adressé un courrier dans l'espoir qu'il me reçoive. Et la motivation, c'est aussi d'en parler. Parce qu'après, nous jeunes là, nous nous retrouvons entre nos papis, ce sont des grands-pères, d'accord. Je suis petit-fils d'Alassane, comme petit-fils du président Gbagbo. Mais après, nous petits-fils, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre rôle? La politique, ok, mais après, il faut revenir à nos bases, à nos cultures, et puis parler de petits-fils. À grand-père, ce n'est pas impossible parce que je me dis qu'entre eux, l'ego a pris le dessus, l'orgueil a pris le dessus, il y a le savoir parler. Donc, du coup, c'est des guéguerres en un point fini. Mais après, nous, on gagne quoi dans tout ça? Bien sûr. Donc, je n'ai pas hésité un seul instant à croire à mes chances, d'où la rédaction de ce courrier-là en son encontre. Mais jusque-là, je n'ai pas été reçu. Peut-être que le courrier a été jugé banal, je ne sais pas, mais je suis patient, donc j'attends. Au moment venu, on pourrait en parler. Ce n'est pas impossible que nous, jeunes, là, on puisse faire en sorte, de par notre intervention pacifique et respectueuse, que leur nom soit sur la liste électorale. Moi, je pense qu'il le faut. Merci, M. Kevin Fieni, Kofi. C'est la fin de la première partie de cet entretien. Vous avez vu, c'est parti très vite. Nous reviendrons avec vous, justement, pour parler de la présidentielle de 2025 et des élections, justement, auxquelles vous êtes déjà candidat déclaré. On va se poser la question de savoir tout à l'heure si cette candidature n'est pas précipitée, n'a pas été annoncée précipitamment. Pour rappel, il est candidat déclaré à la présidentielle de 2025. C'est bien cela. Alors, on dit souvent qu'il est difficile pour un parti politique de gagner seul les élections. Vous êtes un parti politique, mais en plus un petit parti politique. Est-ce que vous vous apprêtez à faire alliance avec d'autres partis? Déjà, nous ne sommes pas un petit parti politique. Je vais même dire que nous sommes le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Ah bon? Déjà, le nom en dit long. Le parti s'appelle Pro Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce que vous n'êtes pas Pro Côte d'Ivoire? D'accord, oui. Vous l'êtes? Ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire, oui. Déjà, même au dehors, alignez tous ceux que vous verrez là, poser la question de savoir s'ils sont Pro Côte d'Ivoire ou pas, ils vous diront oui. Même les différents présidents des partis politiques, même le président Alassane, sont tous des pro-Côte d'Ivoire. Nous travaillons juste à les ramener à la maison, on va dire comme ça. C'est pourquoi notre projet de société consiste à faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Une fois au pouvoir, nous allons créer 14 autres présidents. Parce que nous disons dans notre programme de société que... 14 autres présidents. Justement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les districts que nous avons actuellement, les 14 là, vont prendre l'appellation État. Et à leur tête seront élus... Ah oui, vous parlez de fédérer la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Fédération, Voilà, donc à leur tête seront élus tout naturellement des gouverneurs avec rang de chef d'État. Donc vous voyez, pour Côte d'Ivoire au pouvoir, c'est la venue de 14 autres présidents. Donc, quand je dis que c'est le plus grand parti, ça l'est véritablement. D'accord. Donc nous ne sommes pas un petit parti. Et donc vous ne comptez pas faire alliance avec qui que ce soit? Les alliances, on peut pas... par exemple à l'appel de la gauche. Oh non, parlons des alliances, vous savez... Moi, j'ai un problème avec les alliances, surtout en Afrique, un peu partout aussi dans le monde.
Nous sommes ouverts aux alliances, mais pour faire une alliance, il faudrait déjà que notre projet de société, on puisse retrouver ça au moins à 60% dans l'autre camp. Parce que s'il n'y a pas de ressemblance, il serait difficile pour nous de s'allier à qui que ce soit. Parce que s'il s'agit de s'allier pour faire tomber le physique, la personne d'un individu ou alors d'un groupe d'individus, ça, c'est pas bon. Parce que toutes les fois où les gens se sont associés pour faire tomber juste des personnes, ça n'a jamais abouti. Après, eux-mêmes se sont retrouvés dans des guéguerres. Parce qu'il y a eu du mensonge au départ. Le mensonge, c'est quand l'autre prône A que l'autre prône B, d'accord, et que vous décidez de vous unir. Bon, après, ça donne quel résultat? Donc, je vais dire que les alliances, c'est possible. Voilà, c'est possible, mais il faudrait que nos projets quand même se ressemblent. Et puis vous aussi, devez vous associer pour faire tomber un système et non une personne. Oh non, moi je ne vais pas m'associer pour faire tomber une personne, mais je peux m'associer à des projets où ces projets-là se ressemblent pour la Côte d'Ivoire tout simplement. Et déjà, je vais vous dire une chose. Les alliances, on les fait tout le temps. Vous voyez, dans une élection, vous ne pouvez pas, avec vos seuls militants, les gagner. Ce n'est pas évident. D'accord? Donc, ça voudrait dire que de part et d'autre viendront des gens qui vont voter pour Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est déjà une alliance naturelle. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que cette alliance naturelle-là soit massive. Au fait, soit massive pour permettre à Côte d'Ivoire d'être au pouvoir. Donc, c'est à ça que nous travaillons et non des alliances de personnes. Voilà. Vous tenez vraiment à être au pouvoir en 2025. Alors, nous avons reçu sur ce plateau un analyste politique, Landry Cuyot, qui vous apprécie bien. Voilà. Et selon lui, vous vous inscrivez dans la durée, mais on ne comprend pas pourquoi. Vous présentez votre candidature en 2025. C'était déjà en 2020, encore en 2025. Est-ce que ce n'est pas précipité? Est-ce que vous ne courez pas trop vite? Bon, je ne cours pas vite, hein, je pense. Vous l'avez dit d'entrée, en 2020. Ça fait déjà 5 ans, non? J'ai été candidat à la candidature de l'élection présidentielle. Après, je suis allé aux législatives, d'accord. Donc, je ne pense pas que c'est précipité. D'ailleurs, la candidature dont vous avez l'information là, c'est depuis 2023 que je l'ai annoncé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour dire que j'ai été le premier même parmi ces candidats déclarés aujourd'hui à annoncer ma candidature. C'est vrai, le parti l'a validé et même m'a investi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Donc, je ne cours pas, ce n'est pas précipité. Après, pour ce que l'analyse a dit que nous nous inscrivons dans la durée, oui, il n'a pas dit une conte vérité, c'est vrai. Mais au lieu de dire dans la durée, il faut plutôt dire que nous faisons de la politique, et cette politique-là a signé un accord avec la patience. Autrement dit, la politique doit être un accord signé avec la patience. Il faut faire la politique avec beaucoup de patience, de sang-froid, parce que la précipitation, l'impatience entraîne souvent les raccourcis, et bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Donc, une politique dans la main de quelqu'un qui est impatient, ça pourrait être dangereux. Nous avons compris cela, et donc, jeunes que nous sommes... Vous êtes patient. Il faut être patient, il faut calculer, il faut savoir poser les pieds, les pas, observer. Tout ça, c'est important. Parce qu'il ne s'agit pas de courir. Il ne faut pas arriver essoufflé. Il faut arriver avec toute sa force, toute la lucidité qu'il faut. Et puis bon, gérer ce pays-là, gérer cette population. Donc on n'a pas besoin d'arriver à quelque part les tenants et les aboutissants de votre candidature. Voilà, nous les maîtrisons et nous continuons de lutter pour maîtriser les nouvelles exigences qui vont s'imposer à nous, au fait. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle vous parcourez pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Vous faites des meetings. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Qui vous finance? Je suis un grand garçon. Où sort votre argent? Je suis un grand garçon et comme un grand garçon, je sais bien me débrouiller, d'accord? Je sais me débrouiller et donc une partie vient bien évidemment des bénéfices que je gagne sur mes affaires, sur mon travail, etc. Fonds propres, on va le dire. Mais vous êtes dans quel domaine d'activité? Il n'y a pas que ça. Les Ivoiriens veulent savoir, en fait. Il n'y a pas que ça. Je venais de dire tout à l'heure que je suis un grand garçon. Donc, comme un grand garçon, je me débrouille bien. C'est sur fonds propres, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi respecter les militants pro-Côte d'Ivoire qui me soutiennent. Il y a des cotisations. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de faire du vuvuzela autour de ce que nous faisons. Il y a des cotisations, il y a des dons. Nous sommes aujourd'hui à plus de 6 000 militants. Donc, vous voyez, trouver les moyens pour tourner n'est pas forcément un problème. Nous n'avons pas envié les moyens de qui que ce soit, ni même les moralités de qui que ce soit. Donc, ces militants-là vous font confiance? Oui, ils me font confiance. Et donc, ils vous aident dans votre politique? Tout à fait. Donc, nous n'avons pas envié quoi que ce soit venant de qui que ce soit. Voilà. Au contraire, on pourrait plutôt dire que nous continuons d'apprendre de tout le monde. C'est tout. Mais donc, vous avez dit au début de cette émission que vous venez du Gontougou. Oui.
Et là-bas, il y a un ministre qui est bien connu, le ministre Adjoumani. Oui. Selon ce qu'on nous dit, c'est lui qui vous financerait. Ben, c'est pas vrai du tout. Et il ne pourrait pas lui-même le dire, c'est pas vrai. Il ne m'a jamais financé, je n'ai jamais reçu 5 francs du ministre Adjoumani, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Mais peut-être ça peut s'expliquer, hein, parce que des gens m'ont vu grandir. Hein. Oui. Peut-être que vous ne me connaissez pas beaucoup, mais il y a des gens qui m'ont vu grandir et ils sont souvent étonnés de savoir que là où je suis arrivé, ça pourrait être impossible avant. D'accord? Quand vous êtes à la tête d'un parti politique comme Pro Côte d'Ivoire et que ce leader-là a même dormi dans les rues, on va dire comme ça, en bas des tables, vous où avez tu connu dors dans des le jours marché. difficiles. Oui, bien sûr, des jours difficiles, où ce sont les dames là des marchés qui te réveillent, qui te donnent 50 francs, 100 francs, va boire de l'eau. Bon. Et puis aujourd'hui, subitement, on te voit là où tu es. Donc, les gens pourraient dire tout et n'importe quoi, mais vous ne verrez pas quelqu'un qui viendra avec la preuve. Donc, le ministre Adjoumani déjà a beaucoup de charges. Oui. Ok. Et donc, je ne pense pas que me donner de l'argent serait une priorité. Et quels sont vos rapports? Bon, c'est un grand frère. Oui. Et il n'y a pas de rapport particulier. Il a son parti pour lequel il se bat. D'accord. Il défend ce parti-là corps et âme. Je lui reconnais ça d'ailleurs. Oui. Mais moi, je suis président de mon parti politique. Et je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, et là, vous le dites haut et fort, hein, vous aspirez à gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, je vais le faire. Et puis bon, j'espère qu'au soir du 31 octobre 2025, je pourrai, pourquoi pas, l'inviter à partager un verre de champagne, non? Tout simplement. Voilà. Donc vous, pour Côte d'Ivoire et le ministre RHDP, quels sont vos espoirs pour la Côte d'Ivoire? Ben, Monsieur Fieni. mon espoir pour la Côte d'Ivoire, c'est de voir une Côte d'Ivoire grandement et véritablement démocratique, prospère. Elle n'est pas assez démocratique. Vous savez, la démocratie, quand on l'a, il faut l'entretenir, il faut permettre à cette démocratie-là de grandir. La démocratie, elle grandit. Oui. C'est comme une plante qu'on sème et puis ça grandit. Vous voyez, c'est comme ça la démocratie, parce que la démocratie se conforme aux réalités de chaque temps. Oui. Donc, il faut continuer à entretenir cette démocratie et permettre à ce que la Côte d'Ivoire soit prospère. Ça, c'est l'espoir aussi. Oui. Et surtout, souveraine. Mais au-delà, qu'elle soit une république fédérale. Au-delà. Une république fédérale. C'est ça. Pour augmenter aussi le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Pour augmenter le pouvoir d'achat et puis pour régler un problème. Vous voyez, ces guéguerres que nous avons en Afrique, c'est quoi? C'est que vous avez un seul fauteuil que 1000 veulent. D'autres sont impatients, d'autres sont pressés, les magouilles. Bref, tout ce qui pourrait venir comme sens négatif, c'est ce qui vient. Donc, transformer la Côte d'Ivoire en République fédérale, pour ma part, ça va résoudre ce problème-là. Oui. Je l'ai dit tantôt qu'au pouvoir, c'est 14 autres présidents nous allons créer. Et figurez-vous, au pouvoir, Pro Côte d'Ivoire n'ira pas à ces élections de gouverneurs, parce qu'il faut laisser la place. L'idée, c'est d'accord, vous n'irez pas à ces élections de gouverneurs? Non, nous n'irons pas à ces élections parce que ça viendra biaiser un peu Vous allez gouverner avec des opposants? On ne va pas dire opposants. Nous allons gouverner avec des gens qui vont aimer leur pays, qui aiment leur pays. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Oui. D'accord? Donc, nous pensons que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut faire de cela une république fédérale, tout simplement. D'accord. Merci, Monsieur Kevin Fieni Kofi. Je rappelle que vous êtes le président de Pro Côte d'Ivoire. Et avec vous, on a parlé de l'actualité politique ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Au revoir. Merci.